Je le disais en début d'émission, dans quelques heures, l'Union progressiste et le Parti du renouveau démocratique ne feront plus qu'un même ensemble. De l'autre côté, du côté de l'autre grand ensemble de la mouvance, le bloc républicain en l'occurrence, le contraste est plus qu'inquiétant entre les défections de la troupe chère à Claudine Prudencio, de celle de Karamatou Fagbou en Suisse et du ralliement d'un ex, le ministre Jean-Michel Abimbola, à l'UP. On peut à minima avancer que le bloc républicain est quelque peu fragilisé. Nous allons revenir sur, en tout cas, ce tableau quelque peu, pas inquiétant, mais ce mouvement qu'on observe dans le landerneau politique béninois avec un œil particulier. Nous recevons ce matin, je peux le dire, un non-politique, un citoyen comme vous et moi. Il s'agit de M. Albert Agassouno. Pour le présenter très rapidement, je dirais que c'est un Béninois de la diaspora, un ancien fonctionnaire international. Après une longue carrière à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, il est à la retraite depuis plus de 7 ans. Il passe sa vie entre le Sénégal et son pays, le Bénin. Et d'ailleurs, il parcourt un peu, quand le temps lui permet, le monde. Bonjour, Monsieur Agassouno. Bonjour, Monsieur Nouma. J'espère que la présentation que je viens de faire est fidèle à ce que ça devrait être. Oui, bon. Bonjour, Monsieur Nouma à nouveau. Bonjour, chers téléspectateurs. Oui, la présentation que vous venez de faire, elle est complète. Elle est d'ailleurs suffisante. Et, sauf que je pourrais ajouter que c'est vrai. Ça, il y a quelque chose en plus. En fait, je suis un citoyen béninois qui, depuis mon jeune âge, est très attentif à la gestion au plan social, économique et politique de mon pays. De sorte que depuis très longtemps, je suis l'actualité politique, je suis le comportement des citoyens, des hommes politiques, et puis bon, j'observe. Des fois ça m'inquiète, des fois je suis content, bon mais c'est la vie. C'est la vie. Donc je ne suis quand même pas un homme politique, je ne suis pas un politicien. Mais le Bénin m'intéresse, c'est mon pays. Mon amour pour le Bénin n'a pas de limite. Voilà. Voilà, ça c'est peut-être le plus important. En parlant donc vous êtes en position d'observateur de la scène politique, observateur averti. En parlant des hommes politiques, vous l'évoquiez tout à l'heure, des politiciens. Déjà, j'ai envie de vous demander, au regard de tout ce que, tout pris ensemble, au regard de tout ce que vous avez observé, et c'est, on va dire, ces 3 dernières semaines, qu'est-ce que ça vous inspire très précisément, avant de venir point par point sur chaque cas? Alors, ce que ça m'inspire, en fait, c'est que notre démocratie en marche. C'est que le pays bouge. C'est que le pays avance. Dans le bon sens, de mon point de vue. Parce que tout ça, là, ne va pas inquiéter. Vous savez, les bouleversements, les réformes, les changements qu'on introduit dans la vie des hommes, ce n'est jamais accepté d'un coup. On peut trouver que c'est bon, on y entre, et puis on rencontre des difficultés en chemin, et puis bon, mais ça bouge, ça se remet en cause, et puis ça refuse. Bon, mais tout ça, l'essentiel, c'est où on va, où on amène le Bénin. C'est ça qui est important. Mais pour ce qu'on a vu ces dernières semaines, apparemment rien d'important, rien d'inquiétant. L'avenir sera meilleur, je suis sûr. Voilà. Nous allons y venir point par point. Déjà, sur cette, je l'annonçais dans mon introduction, aujourd'hui même, l'UP, le PAD, ces 2 formations politiques, dans leur architecture du moment, ce sera de l'histoire ancienne. On assistera, on va dire, on peut le dire aujourd'hui, c'est pratiquement, c'est acté. On assistera à un nouveau grand ensemble. Déjà, la manière dont tout ça a été goupillé, ce que vous avez observé très précisément, du rapprochement entre ces 2 formations politiques, du leitmotiv qui a été donné, la main tendue de l'UP au PRD de Maître Adrien Oumbédi, très précisément, comment vous avez perçu cette fusion? Cette fusion est la bienvenue. Je peux dire que, sans être membre d'aucun de ces partis, je l'approuve. Ça va dans le sens de la mise en œuvre de la réforme du système partisan. Parce que c'était quoi la réforme voulue par les politiciens?
En fait, quand on attribue toutes ces réformes, tous ces bouleversements politiques au président Talon, les gens ont pensé ça avant lui. Le président Mbedi Adrien, devenant président de l'Assemblée nationale 7e législature, dans son discours avait déjà décrié, déploré la floraison des partis que nous avons et qui n'apportent rien pratiquement au pays. Donc il fallait faire une réforme pour resserrer, diminuer le nombre. Donc la réforme du système partisan avait deux objectifs. Pour moi, réduire le nombre de partis qui dépassait déjà 300 à l'époque, et puis aller vers de grands ensembles, de grands partis politiques d'envergure nationale. Tout ce qui a été fait jusque-là allait dans ce sens. Ce que l'UP et PRB est en train de mettre en place, c'est encore la preuve que la nécessité de la réforme du système partisan est réelle. Aller vers de grands ensembles demeure une nécessité aussi. Parce que si vous ne le faites pas, vous allez prononcer des incantations, je suis grand parti, je suis le premier, je suis le plus beau. Mais à quoi cela se mesure? À quoi cela se mesure? C'est au résultat des élections successives. Bon, si donc vous savez, vous voyez les choses avancer, vous êtes un parti politique qui ne dort pas sur ses lauriers fanés. Parce que les lauriers fanés, c'est quoi? C'est le résultat que vous avez engrangé hier. Mais la prochaine compétition, sur quoi comptez-vous pour être toujours dans la marche? Il faut réfléchir et prendre les mesures, agir avant de se retrouver à crier premier parti et à l'arrivée, vous êtes le dernier. Donc ce que l'UP et PRD sont en train de faire, c'est admirable et je crois que ça va dans le bon sens. On a eu vous et moi, on a commenté quelques images diffusées tout à l'heure lors du Conseil national du PRD le vendredi dernier. Est-ce que vous comprenez l'attachement atavique, on va dire, presque fusionnel de ceux des Porte-Noviens, des membres, parce qu'on entendait les sympathisants, les membres de ce parti insister pour que voilà que le logo subsiste, que le nom du parti subsiste. Est-ce qu'aujourd'hui, les dirigeants du parti ont fait entendre la raison, le pragmatisme qu'il faut pour aller au-delà de cet atavisme quelque peu, on va dire, suicidaire? Vous savez, quand vous bâtissez quelque chose toute votre vie, vous vous en détachez difficilement. Et donc, tant que vous pouvez sauver, faites tout pour sauver. Et donc, cet attachement des Porte-Noviens, du PRD à ses attributs, moi, je trouve ça normal. Je trouve ça normal parce que personne ne court pas pour aller se faire enterrer. Si la mort ne vous prend pas, vous n'allez pas vous coucher au cimetière. Donc, tant que vous pouvez sauver ce que vous avez construit, ce que vous avez bâti, pour des objectifs précis, vous vous accrochez et puis vous faites en sorte que, autant que possible, cela puisse vous subsister, c'est-à-dire exister après vous. C'est ce que les Porte-Noviens, le PRD a fait et c'est admirable parce que j'ai suivi le discours de Maître Adrien Mbedi hier au Conseil national. Il a présenté ce qui va être dévoilé aujourd'hui, devenu officiel, les attributs du nouveau parti. Je crois qu'ils ont fait preuve de génie. Parce que c'est l'attachement à ces attributs PRD arc-en-ciel, renouveau, qui a fait que le PRD est resté seul, parti unique, resté parti seul, sans se fondre dans un grand ensemble jusqu'à maintenant. Il a d'ailleurs rappelé hier. C'est ça qui a fait qu'il ne s'est pas mis ensemble avec les autres partis pour former le bien. Aujourd'hui, il a attendu, il a regardé et puis il se dit, mais finalement, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas disparaître? Parce que comment on disparaît? Vous serez lassé de ne rien gagner. Vous n'avez pas de député, vous n'avez pas de maire, vous n'avez pas de conseiller. Après, on va vous sortir même du système. Donc, je crois que Mbedi a tenu à ses attributs avec ses partisans, qui sont très disciplinés du reste. Et puis, finalement, il a l'offre, l'approche de l'UP, qui dit, ben, mettons-nous ensemble.
ce serait bien pour nous tous. Qu'est-ce que nous nous considérons? Dans cette affaire, personne ne meurt. Les attributs de l'UP sont restés. Baobab jaune. Les attributs du PRD. Du PRPB sont restés. Arc-en-ciel blanc, le renouveau. Parce que le nom du parti, semble-t-il, parce que c'est ce qu'il a dit hier, ça va être l'UP, le renouveau. Ils sont satisfaits de ça, mais moi je crois que Mbedi a sauvé ce à quoi il tenait, il a atteint ses objectifs. On en était toujours à ce projet de fusion. Pour vous, l'honneur, je le disais, je vais vous relancer sur la même question. L'honneur est donc sauf pour Adrien Mbedi qui va certainement sortir par la grande porte, donc l'héritage du PRD sauvegardé en sus. Oui, de mon point de vue, l'honneur est sauf pour Maître Adrien Mbedi qui apparaît comme un grand homme d'État, un homme politique d'une classe exceptionnelle. Pourquoi? Parce qu'il a tenu 30 ans durant, plus de 30 ans, à ce PRD qu'il a créé avec des objectifs clairs. Pour attacher à ces attributs, il n'a pas pu se fondre dans les nombreux partis qui disparaissaient pour former les deux blocs de la mouvance qui existe, BR-UP. Mais en politique, il faut aussi être intelligent. Il y a la réalité de la politique. Et donc, voyant les choses avancer et voyant son âge avancer, il n'a pas voulu mourir et laisser mourir le parti. Il a eu l'opportunité de se mettre ensemble dans le bon sens, c'est-à-dire la mise en œuvre de la réforme du système partisan, qui veut que les partis se regroupent, forment de grands ensembles pour être d'envergure nationale. Mais ce faisant, les attributs auxquels Maître Mbedi est attaché sont restés. Son arc-en-ciel avec son fond bleu et son mot le renouveau. Et l'UP qui est allé vers le PRD a conservé ses attributs. Le baobab, il a d'ailleurs dit, on ira à l'ombre du baobab pour avoir ce que nous n'avons jamais eu. Il y a donc le baobab, il y a le fond jaune. Ben, moi, je crois que Adrien Mbedi a bien fait de sortir de la scène de rentrer dans l'histoire en sortant de la scène par la grande porte. Parce que lorsque les rideaux vont tomber, qu'après lui, il n'y aura plus de PRD, c'est perdu. On ne gaspille pas une vie comme ça, parce que vous n'êtes pas éternel. Il faut laisser quelque chose à la postérité. Et Mbedi, en le disant hier, il dit, je veux donner une chance à la jeunesse, pour que ce que je n'ai pas pu faire, ils puissent l'avoir un jour. UP et nous, dans un partenariat bien clair, bien précis, bien compris, eh bien, un jour, ils seront présidents de la République. Un jour, un membre du PRD qui n'existera plus, mais ayant dans son cœur le PRD, pourra devenir président. Medidja et Rouno Vivier. Je crois que c'est une bonne chose et Mbedi, il donne une bonne leçon de sagesse à la classe politique béninoise. Voilà, pour ce nouvel ensemble qui va sortir, qui sera officialisé dans quelques heures, on peut dire quelque peu que l'UP, l'Union progressiste, ou en tout cas, comme on verra bien ce qui a été ventilé sera confirmé tout à l'heure, renforcer cet ensemble, renforcera ses bases en tant que premier parti du pays, quand bien même la vérité des urnes est la seule vérité qui compte. Oui, c'est obligatoire. C'est-à-dire l'UP, à la suite des élections de la 8e législature, est sorti parti majoritaire. C'est-à-dire l'UP a plus de députés que le BR. C'est les deux partis qui ont pu participer aux élections. D'accord? Donc, on peut toujours continuer de clamer nous sommes le plus grand parti. Mais les statistiques d'hier ne valent pas pour demain. Parce que lorsque vous prenez ça comme des incantations tout le temps et que vous arrivez aux prochaines élections, les électeurs ne dorment pas tous chez vous. Ils vont voter. C'est à l'aune des voix que vous aurez recueillies que vous serez le plus grand ou le plus petit. Si vous voulez demeurer, faites ce qu'il faut faire pour devenir grand. Et puis on n'est pas grand tout seul. Ensemble, on est plus fort. Donc, je crois que la démarche de l'UP vers le PRD, c'est une démarche d'hommes politiques avertis, qui savent où ils veulent aller. Et bon, les gens semblent être pris de coups, mais à quel moment on leur a donné rendez-vous que
à tel moment, on va faire ceci. Non, les gens sont dans leur agenda, sont dans leur timing. Et quand tu vois tout ce qui s'est passé avant qu'on arrive à ça, tu vas voir que ce n'est pas on se lève, on fait. C'est des calculs, c'est des projets, c'est très clair. Donc l'UP va se renforcer et ce ne sera plus l'UP. Le parti qui va sortir, l'UP, le renouveau, sera un grand parti qui devra ensemble, ils vont engranger plus de voix. Et je peux dire en passant, parce que ça c'est très bien, on peut saluer. Une chose est de se mettre ensemble. Le plus important, c'est travailler pour rester. Voilà, et justement, comment vous entrevoyez la suite pour ce parti? Parce qu'effectivement, une chose est de se mettre ensemble, vous l'avez dit, une chose est de rester en bon ordre pour pouvoir aller à l'assaut des électeurs. Oui, parce que, vous savez, quand vous mettez ensemble, chacun a toujours le souvenir de qui il était. Oui. Et puis, un parti, ce n'est pas un homme, c'est un ensemble d'individus de tout horizon. Et donc, rester ensemble, travailler à rester ensemble, c'est ça qui va donner le résultat qu'on recherche. Mais il n'est pas exclu que des gens veuillent sortir, que des gens ne soient pas satisfaits parce qu'on n'est pas positionné aujourd'hui pour sur telle liste. Et puis, ces rififi-là, il y en aura toujours au sein du parti. Mais si les gens savent manager, gérer les groupes, non, je ne pense pas qu'il y ait d'inquiétude par rapport à ce que ce parti qui va naître aujourd'hui soit l'un des plus grands. Je ne peux pas décréter qu'ils sont déjà le plus grand. Voilà. De l'autre côté, du côté du bloc républicain, on y arrive. Je le disais en introduction, le contraste est quelque peu saisissant. Déjà, comment vous appréciez, on va dire, la défection de l'UDBN, si on peut encore l'appeler comme ça, puisqu'à l'entendement général, ce parti n'existait plus. Bon, merci pour m'amener encore sur ce terrain. Monsieur Noumon, vous savez que moi, je ne suis pas politicien, mais je suis tellement attentif à ce qui se fait que ça me fait rire souvent. Mais nous qui ne faisons rien, nous avons la critique facile. Ah, ils ont fait ci, ils ont fait ça. M. Biotchane, qui est le président du BR, il a été mon chef de service à la BCAO Cotonou en 1984. Il est devenu président, après toute sa brillante carrière, il est devenu président de ABT. Donc il avait un parti avant le moment de rassemblement. Donc c'est un homme averti. Madame Prudencio Afiavi, Claudine, est une femme battante, c'est une femme politicienne, c'est une femme politique qui a pu maintenir en vie un parti depuis des années. Elle a même été députée. Aujourd'hui, elle est présidente de l'Institut des femmes. Donc, c'est des gens sur qui il ne faut pas déblatérer. Il ne faut pas foncer le bras raccourci pour dire ils ont fait ci, ils ont fait ça. Des formations professionnelles obligent, moi je crois que les règles et procédures n'ont peut-être pas été respectées. Et que quelque chose a manqué au moment où cette fusion était annoncée. Et que chemin faisant, un très court chemin, les gens se rendent compte que dans l'état où les choses étaient, ils ne peuvent pas continuer d'avancer. Mais l'UDBN a suspendu ses activités au sein du BR. L'UDBN n'a pas dit « je romps l'accord ». En tout cas, les littératures qui ont circulé, c'est ça. Et le président du BR a répondu pour dire en réalité, pour eux, l'UDBN n'existe plus et que de toute façon, rien n'est gâté, on peut toujours s'entendre. Dans ce contexte-là, il faut se dire, ce n'est pas des gens qui font n'importe quoi. Chacun agit en se disant, j'ai raison de faire ce que je fais. Mais nous sommes dans un état de droit. S'ils ne s'entendent pas, le ministère de l'Intérieur va les départager. S'ils ne s'entendent pas, combien de partis anciens n'ont pas fait de procès au Bénin et ça a quand même été tranché. Donc moi, je crois qu'il faut souhaiter que l'UDBN et le BR se remettent assis, se remettent ensemble pour discuter des bases sur lesquelles ils vont vraiment évoluer. Ce que l'UP fait avec le PRD, si
Maître Diogbenou, président de l'UP, ne vient pas démentir ou ce qui va se passer aujourd'hui n'est pas le contraire de ce que Maître Adrien Goumbédi a déclaré dans son discours hier, on peut espérer qu'ils vont avancer et engranger des victoires. Donc, il n'est pas bon que l'UDBN et le BR s'éclatent parce que c'est contraire à l'esprit de la réforme du système partisan qui veut que les gens se mettent ensemble. Justement, d'aucuns agitent déjà ce couac qui est quand même conséquent pour arguer de l'échec avant l'heure de la réforme, de cette réforme du système partisan. J'ai quelquefois entendu ça. Je ne vais pas citer quelqu'un, mais les partis de l'opposition, quand ils voient un petit truc... Bon, pas que. Même dans la... Non, personnellement, je suis citoyen béninois, je suis un électeur. Je ne suis pas un homme politicien, mais la réforme du système partisan, quand on dit ça a échoué, il faut toujours voir quels étaient les objectifs au départ et qu'est-ce qu'on est en train de faire qui est contraire. Ce qui est contraire, c'est que des partis qui se sont mis, par exemple, qui se sont mis ensemble pour former les deux blocs BRUP. Si c'est l'un de ces partis, des centaines de partis, si c'est l'un de ces partis qui dit je sors, je reprends mon identité d'avant la réforme, là on peut dire qu'est-ce qu'ils ont compris à la réforme du système partisan. Mais ce n'est pas le cas. Tant que les gens poseront des actes qui vont dans le sens du regroupement, de se mettre ensemble, la réforme du système partisan va donner des résultats. Mais au fait, quand on parle de réforme du système partisan, pourquoi on en parle? Pourquoi ça a préoccupé toute la classe politique à un moment donné? C'est parce que ça ne sert pas notre pays, le multipartisme intégral qu'on a pratiqué depuis 1990. Ça sert juste à un fonds de commerce où les gens mangent l'argent du pays et puis ils sont là. Donc, c'est pour le pays qu'on a pensé la réforme du système partisan. Réduire le nombre de partis et former de grands ensembles. Tout ce qui va dans ce sens conforte l'idée selon laquelle c'est bien d'aller à cette réforme du système partisan. Ceux qui clament que ça a échoué, tu vas voir que finalement, c'est eux qui vont disparaître. Parce qu'ils ne feront pas ce qu'il faut faire pour exister dans ce cadre-là. Donc pour vous, on assiste là à un accident de parcours. C'est un accident de parcours qui va vite se régler. De mon point de vue, je ne suis pas acteur, donc je ne peux pas prendre de responsabilité à la place des autres. Voilà, l'autre défection qui a beaucoup fait parler, la démission de Karamatou Fagbogboum, qui s'est très vite fait encarter au Parti du Renouveau démocratique et qui va certainement faire partie de l'ensemble qui sera créé aujourd'hui. Ça, c'est un peu plus particulier. Ça, c'est une démission actée. Comment vous lisez cet état de choses? Bon, j'ai ouï dire que Abimbola aussi, qui a démissionné entre-temps. Oui, ça, c'est un cas différent. Il était déjà hors du parti. Bon, alors, s'agissant des démissions des partis, vous savez qu'un parti, c'est une association. Il y a la liberté d'association. Vous êtes membre d'une association, vous ne vous sentez plus, vous partez. L'essentiel, c'est de respecter les règles, la procédure pour dire je ne suis plus avec vous, je pars et je prends ma liberté pour aller ailleurs. Du reste, les nouveaux tests, la charte des partis, les gens ont agité à l'époque, il faut combattre la transhumance politique en mettant des règles dans la charte des partis. Les politiciens, les hommes politiques, la classe politique, dans sa majorité, a trouvé que ce n'est pas bon d'empêcher les gens de sortir d'où ils sont en train de souffrir. Donc, pour moi, démission de Karamatou Fagbogboum pour aller au PRD, elle a respecté les règles pour démissionner. Elle est allée là où elle veut. Elle a usé de sa liberté. Elle a usé de sa liberté parce que c'est conforme à la loi sur les associations. On est membre d'une association quand on n'est plus à l'aise dedans, quand on ne trouve plus son intérêt, vous démissionnez en respectant les règles. Voilà. Mais ça pose un autre problème que d'aucuns qui n'a pas encore de réponse concrète. Peut-être que vous allez nous donner cette réponse. Parce Monsieur le magicien, peut-être. Non, le problème que ça pose, c'est peut-être un cas d'école. Karamatou Fagbogboum démissionne. Elle est élue locale, estampillée BR. Dans quelques heures, elle sera membre d'un nouveau parti. Alors, la loi interdit
par exemple, au conseil communal, comment ça va se faire? La loi interdit nommément qu'elle ne pourra pas voter pour le nouveau parti. Elle a été élue. Vous voyez, il y a... Bon, tu sais, oui. Monsieur Noumon, ces détails-là, oui. c'est de ces détails-là que ceux qui font l'option d'être politiciens, de participer à des élections, de se faire élire, de lire les lois qui s'appliquent à leur choix. Si c'est contraire, élu BR, et avant conseiller, n'est-ce pas? Elle est conseiller, élu BR, et que la loi lui interdit d'appartenir à un autre ensemble. Non, simplement, il ne pourra pas voter en portant le manteau d'un autre. Elle ne va pas voter en tant que citoyen. Elle ne va pas voter en tant que citoyen s'il y a élection. C'est ça? Ou bien elle les décisions, les délibérations du conseil communal. Oui, mais elle a choisi alors de se conformer à cette loi-là et rester là, les bras croisés jusqu'à la fin du mandat. Pour moi, c'est simple. Parce que quand vous faites un choix dans la vie, il y a toujours des conséquences. Il n'y a rien qui soit absolument bien. Il y a toujours un côté négatif et un aspect positif. Voilà. Du coup, pour moi, tant que ce qu'on va lui imposer au conseil communal d'Adjawere, c'est ça, hein, sera conforme à la loi sur la décentralisation, le conseil communal, elle n'a qu'à s'y soumettre et puis c'est tout. Puis dans 5 ans, ça va passer, dans 5 ans, je crois, on y a de nouvelles élections. Elle perd ses attributs du fait qu'elle a démissionné d'un parti qu'il a élu conseiller local. Voilà, donc pour en finir avec le cas Jean-Michel Abimbola n'a pas peut-être besoin de commentaires outre mesure, à moins que... Non, ça n'a pas besoin de commentaires outre mesure. Vous savez, moi, ces gens-là, quand je dois parler d'eux, j'en parle avec beaucoup de respect. Parce que moi j'ai été fonctionnaire international, 35 ans de carrière, je suis à ma retraite, mais ils s'occupent, ils consacrent leur vie au pays. Quelque part, le conseiller, le délégué, tout ça travaille pour le pays. Moi, je circule. Alors, quand le cas Abimbola, on a suivi suspension, démission, et aujourd'hui, il dit je vais à tel endroit. Dans le parti, et il n'a pas été élu, il a été élu député avant de devenir ministre, mais aujourd'hui, il a laissé le manteau de député, il est ministre. Alors, il continue son parcours. Il a utilisé sa liberté d'association pour sortir. Et il est sorti depuis avant d'atterrir à l'UP avec les contraintes qui vont s'imposer à lui du fait que l'UP disparaît au profit d'un ensemble UP le renouveau. Voilà. C'est bon, non? Donc pour en finir avec le cas Bloc républicain, donc il ne faut pas s'inquiéter outre mesure pour ce qui se passe. Non, ça va se calmer. C'est des gens sensés. Voilà. Par ailleurs, les velléités, on l'a lu dans la presse, on annonce le DUD de Valentin Détiroudé dans la mouvance. Une réaction rapidement. Non, mais il aura enfin fait le bon choix. Ah, d'accord. Il aura fait le bon choix. Allez-y. Non, parce que Valentin Détiroudé, ce n'est pas l'homme qu'on présente ça. Moi, je les vois tous. Mais c'est un homme de référence. Il a été plusieurs fois député avant il est parti ici et puis a créé à la faveur de la réforme du système partisan parce que c'est un parti récent. Bon, mais il a fait son expérience et puis aujourd'hui, il trouve que en allant dans un bloc de la mouvance, c'est qu'il a compris. Oui, pour le moment, on lui prête cette intention. Il y a rien d'officiel. Si les gens lui prêtent, attendons, laissons-lui le temps de clarifier, d'affirmer, de déclarer. J'ai fait ça. Et puis, c'est son droit en plus. Voilà. De toute cette tractation politique, on en oublie quelque peu que, voilà, il y a un gouvernement en action. Il y a un mandat, il y a encore 4 ans à égrener pour le président Patrice Talon. Il se pose la question, et beaucoup de politiques s'en préoccupent, mais ici même sur ce plateau, déjà de l'aboutissement de ce mandat, donc de la réalisation du programme d'action du gouvernement pour le deuxième quinquennat, et surtout de la préservation de l'œuvre de Patrice Talon. Peut-être que c'est ça le plus important. Ça m'intéresse plus. Okay. Donc, voilà. Là, nous sommes de plein pied dans le programme d'action du gouvernement 2. Déjà,
cette première année qui vient de s'achever, nous nous projetons dans... là, on peut dire que le PAG2 est vraiment lancé. Déjà, quelle est votre impression sur tout cela? Bon, mon appréciation sur la première année du deuxième quinquennat du président Patrice Talon et son gouvernement me semble être en train de bien se passer. Parce qu'au plan économique, le Bénin est resté résilient. Le Bénin a continué de réaliser ses performances. Tu sais, dans les dernières statistiques que j'ai lues, le Bénin est le seul pays de l'Afrique de l'Ouest qui fera un taux de croissance de 5,9%, le seul premier. En Afrique, au sud du Sahara, c'est le Rwanda qui est premier avec plus de 6%. Donc les performances sont respectées. Autre chose, le Bénin est courtisé, le Bénin est qualifié, le Bénin veut être... Les gens veulent copier le Bénin. Le Bénin est champion de l'alimentation scolaire intégrale. Le Bénin est champion de la construction des logements sociaux, ce que les gens ne savent pas toujours. Tous les chantiers en cours depuis le premier mandat et entré dans le second programme d'action du gouvernement, aucun chantier ne s'est arrêté. Autre chose, si vous suivez l'actualité, le Bénin est courtisé. Le Bénin continue de décrocher des financements pour la réalisation du PAG2. Le Bénin est attractif, est de plus en plus attractif. Vous avez vu, le président Macron est venu au Bénin avec une cohorte d'entrepreneurs qui sont allés s'émerveiller à la zone spéciale économique de Glodjibé. Alors, avec tout ça, on peut dire que le cap est maintenu, la dynamique se poursuit et que pour une première année, c'est réussi. Quelqu'un d'autre peut penser le contraire. Mais moi, à ma place, je vois que il faut se dire, on est venu de quelque part et on est en train d'avancer dans le bon sens. Et comment vous sentez, comment vous percevez l'assentiment des Béninois à ce processus de transformation qui se déploie sous nos yeux? Vous savez, aujourd'hui, moi, qu'est-ce que j'ai à gagner dans toutes ces transformations? Ce sont mes enfants, c'est la jeunesse. Et donc, si vous boudez, si vous ne voulez pas, quand après 60 ans, vous voyez que j'ai au moins 60 ans. Oui, je vous pensais plus jeune, mais bon. Bon, non, j'ai plus de 60 ans. Quand après 60 ans d'indépendance, vous n'êtes pas très avancé malgré vos efforts, on ne va pas justifier ça. Et qu'aujourd'hui, depuis 6 ans, vous avez un nouveau gouvernement, une équipe gouvernementale qui est en action et qui a un programme clair, une vision claire de ce qu'il faut faire pour donner une chance à la jeune génération, à la jeunesse en termes d'emploi, au plan social et tout. Donc si vous boudez, si vous ne voulez pas suivre ce mouvement, c'est que c'est vous qui allez perdre finalement. Vous savez, nous les Béninois, on a une chance. La chance qu'on a, les gens ont imposé, parce que Patrice Talon, quand il est venu, mandat unique, à telle condition. Les gens ayant rejeté ces conditions, lui ont posé le second mandat, qu'il a pris, qui est conforme à la Constitution. Et il poursuit son action. Mais Patrice Talon n'a pas vocation à s'éterniser au pouvoir. Parce que quand vous voyez l'homme, suivez-le depuis qu'il est dans la place publique, comment il fonctionne. C'est quelqu'un qui règle les choses. Avec les réformes initiées, la Constitution a cadencé plus de 2 mandats. Vous n'aurez pas plus de 2 mandats. Mais c'est un homme qui a bon, chacun de nous a un ego. Notre ego, ce n'est pas opposer aux autres, c'est afficher une image. Patrice Talon s'est fait remettre le bâton de limitation de mandat à 2. Aujourd'hui, quand on parle de mandat, nouveau mandat de Patrice Talon, on ne parle pas du 2e mandat, on parle du second mandat. Après le mot second, là, quel est le mot qui vient? Ce n'est pas 3e. Donc,
Patrice Talon n'a pas vocation à être là. Mais il est en action. Il fait des choses pour asseoir les bases du développement du Bénin. Le développement du Bénin, c'est pour ceux qui vont vivre au Bénin aujourd'hui et demain. Donc, que les gens adhèrent, que les gens, enfin, le laissent travailler pour le pays, moi, je crois qu'ils n'ont pas autre choix à faire. De toutes les façons, lui, il a le nez dans le C'est-à-dire guidon. que vous percevez encore on va dire, des réticences? Non, ou bien non, non, c'est toi qui as dit Oui. que l'assentiment des gens à cette transformation, et j'approuve que c'est bon. Vous percevez que la plupart des citoyens vont, où il y a encore des Bon, résistances tu sais, ici et là? il n'y a pas d'unanimité dans une société. Les gens vont résister, les gens vont chercher à contourner, mais la plupart des Béninois voient que Patrice Talon fait avancer le pays et que c'est pour... Est-ce quand le pays, là, c'est pour nous tous, non? C'est pas pour sa famille. Et pourtant, ce qu'il fait avec une équipe cohérente, ça fait avancer tout le monde. Si la majorité l'accompagne, le cas continue. Voilà. Sinon, ce serait nous faire du tort, parce que lui n'est pas éternel. Il a dit que seul le Bénin est éternel. Voilà. Comment vous entrevoyez la suite? De mon point de vue, Oui. la suite se passera bien. Malgré vous avez vu, 2019, c'est ça, hein, 2019, excusez-moi. Oui. 2019, on a voté le budget, 2020, et Covid est venu. Oui. Le pays, le gouvernement béninois est celui qui a le mieux géré la crise sanitaire de la Covid-19. On est d'accord. Fin 2021, le président Talon fait des annonces. Gouvernement, comment on appelle? Mandat hautement social. Oui. Et revalorisation des salaires. La crise sanitaire se poursuit et la crise de la guerre russo-ukrainienne est venue pour tout compliquer. Mais le gouvernement a un programme d'action. C'est pas que qu'est-ce qu'on va faire. Non, on ne cherche pas on sait ce qu'on va faire. Il y a des difficultés, mais on n'arrête pas. On ne s'arrête pas. Donc moi, je pense que si, tel que je vois le gouvernement en train de fonctionner, le président Talon en train de se démener, de chercher les moyens pour appliquer le programme d'action numéro 2 pour le bien des Béninois, rien ne peut arrêter. Il y aura des crises, il y aura des surprises, on ne sait pas ce qui va se passer l'année prochaine. Mais ce n'est pas un homme qui abandonne. Donc, moi, je n'ai pas d'inquiétude par rapport au fait que les 4 ans là, ça va encore, la dynamique va se poursuivre, on atteindra les résultats qu'on atteindra en fonction des difficultés qui surviendront sur le parcours. Voilà, en parlant de revalorisation salariale, les syndicats redonnent de la voix. Le président avait fixé une échéance à novembre. C'est une façon, on va dire, plus que légitime de mettre un peu plus de pression sur le gouvernement. On est dans le jeu normal des syndicats. Vous avez dit syndicats, oui, représentants des travailleurs, défenseurs des intérêts des travailleurs. Et comme on dit, quand tu es sous l'arbre et que tu te tais, c'est les chants des oiseaux qui vont te tomber. Donc il est bon qu'ils se rappellent au bon souvenir du gouvernement qu'ils n'ont pas encore eu la revalorisation, mais il faut dire 2 choses. La première, c'est le gouvernement lui-même, par la voix de son président, qui a dit cette année, je revalorise les salaires au premier trimestre, quelque chose comme ça. La suite, les événements qui sont survenus pour l'en empêcher sont là. Le gouvernement est toujours en concertation avec les syndicats. Ils ont fait des concertations. Et au vu des calculs, des appréciations, de toutes les données macroéconomiques prises ensemble par ceux qui ont le pouvoir de le faire, ce n'est pas moi, ce n'est pas vous, c'est le gouvernement. C'est eux qui ont en charge de gérer le pays et qui savent qu'est-ce qu'on a comme moyen. Et donc ils disent, tout compte fait, on repousse à novembre, je vais vous donner ce qu'on aura décidé. Moi, je crois que, il n'est pas souhaitable que cette échéance-là ne soit pas tenue. 2, que les syndicats, ils rappellent qu'ils sont toujours là, c'est bien. L'essentiel, c'est qu'ils fassent preuve de compréhension pour se dire, un père de famille ne donne que ce qu'il a. Et que le Bénin est une économie, a des recettes fiscales, des recettes essentiellement fiscales. Donc, les salaires, c'est des dépenses de souveraineté.
D'accord? Donc, on a beau emprunter pour faire des infrastructures, on ne va pas prendre ça pour payer les salaires. Ça, c'est connu depuis. Donc, je crois qu'il n'y a pas péril à la demeure. Les syndicats rappellent, ils boudent, ils grouillent, c'est bien. C'est de bon droit. C'est de bon droit. Voilà. Revenons sur le champ politique pour parler cette fois de l'opposition. On l'a vu dernièrement à l'occasion du 1er août. Est-ce que peut-être pour la première fois, vous sentez, en tout cas toute l'opposition, prête à jouer le jeu républicain? On peut le dire sans jurer de rien du tout. Mais ils ont intérêt. Tu sais, lorsque tu es béninois et que, de par notre propre bouche, on dit qu'il n'y a pas de démocratie au Bénin. Le Bénin n'est pas un état de droit. La justice est aux ordres. Et les élections sont truquées. C'est baillé de violence. Toi, tu n'es pas politicien, tu es un citoyen comme ça qui passe ta vie tranquille. Mais quand tu es au Sénégal, où tu es en discussion avec des amis et on peint ton pays de cette façon, tu n'es pas fier. Donc les gens de l'opposition qui n'ont pas voulu se conformer aux lois 2019, 2020 et tout ça, qui sont exclus du partage des postes, je crois qu'ils ont fait l'effort de se conformer aux lois. Et que maintenant, ils ont intérêt à jouer le jeu démocratique, à copier les autres, à remplir les conditions pour se retrouver au Parlement. Moi, je crois que s'ils sont dans cette tendance-là, il faut les y encourager. Voilà, vous m'avez tendu la perche, copier les autres. Pourquoi on peut observer du côté de l'opposition une certaine résistance au regroupement des forces de ce côté-là? Qu'est-ce que vous en pensez très précisément? Bon, moi, il y a quelque chose qui m'a toujours surpris. Je ne vois pas les ténors de l'opposition venus sur vos plateaux pour s'expliquer sur leur réticence à se mettre ensemble. Tu sais, on ne guérit pas d'État facilement. Hein. Il y a des choses, vous croyez que vous pouvez que ça. Mais un jour, l'histoire va vous donner tort. Donc, leur réticence, je ne peux pas expliquer, mais je peux mettre ça sur ce plan-ci qu'ils n'ont pas toujours compris. Parce que les lois sont là. Hein. Tu sais, aujourd'hui, il faut avoir un grand parti d'envergure nationale. Ce qui suppose ta présence sur l'ensemble du territoire. Ce qui te donne des chances d'avoir des militants un peu partout. Ce qui te donne des chances d'engranger des électeurs aux prochaines élections. Mais ce n'est pas tout. Tu as les voix, plus que tout le monde, dans ta localité, dans plusieurs localités, mais tu n'as pas 10%. Et c'est justement ces 10%-là qui font que ceux qui veulent rester dans l'arène politique et demeurer partis pour engranger des postes de conseillers de ceci, ils doivent se regrouper parce qu'il n'est pas facile d'avoir 10%. Les 10%, ce n'est pas tu comptes 10 électeurs, on te dit que tu as 10%. C'est le résultat du vote. Et tu ne peux gérer de rien sur les électeurs. Voilà. Donc, est-ce que vous comprenez également, juste pour fermer la parenthèse sur l'opposition, comment vous jugez le fait que la plupart des formations de cette opposition-là agitent comme un chiffon rouge ces questions qui reviennent à chaque fois, transparence au niveau des élections, élections inclusives, comme on l'a entendu par le passé. Non, quand j'entends tout ce qu'ils disent là comme condition pour participer aux élections, en fait, ils agissent le chiffon rouge, ce n'est pas pour l'utiliser. Hein. Non. Ils veulent aller aux élections. Mais on agit ça comme un épouvantail ou pour faire peur à ceux qui sont de la mouvance, au gouvernement, aux députés pour dire modifier les lois. Comme les lois ne peuvent plus être modifiées, ces chiffons rouges-là ne marchent pas. Et puis, les élections se font conformément aux lois. Les revendications qui ne relèvent pas d'achat des partis, de code électoral, ça ne sert à rien. L'essentiel, c'est qu'ils déposent les chiffons rouges là, qu'ils ne veulent pas utiliser le chichi parce qu'ils voudront aller aux élections. Et qu'ils aillent aux élections pour que notre assemblée dite monocolore, soit ait au moins un député de l'opposition. Ça va faire le bien pour tout le monde. Un député de l'opposition. Au moins un député. Parce que quand vous y allez, tu sais, on n'attribue pas les députés. Oui. Combien de voix tu as reçu? 10%, ça fait combien? Voilà. C'est pas plus compliqué. Hein? Voilà. Nous allons parler maintenant de symboles, de mémoire, d'histoire.
pour sortir de cet entretien. Je parlais du 1er août dernièrement, avant le 1er août. Dans le sillage du 1er août, on a eu l'inauguration de ces monuments. Lors de la visite du président Emmanuel Macron, on a eu droit aussi, concomitamment, quelques jours avant, à la réouverture de cette exposition des trésors royaux rendus au Bénin. Comment vous appréciez un peu tout cet ensemble qui redonne quelque peu des couleurs nouvelles à notre histoire collective? Bon, je vais séparer ta question là qui est trop large en deux volets. Oui. Je vais d'abord parler de la restitution des trésors royaux par la France au Bénin, des trésors qui ont duré plus de 139 ans en France, Oui. que par la bonne diplomatie, la bonne gouvernance des relations internationales du président Talon avec son équipe, a pu obtenir de rapatrier 26 œuvres au Bénin. C'est un acte héroïque à la grandeur de nos rois. C'est un acte historique, héroïque, historique à la grandeur de nos rois. Et puis, vous avez vu que la France qui a restitué les biens, quand le président est venu, il est allé s'émerveiller devant l'exposition du diptyque de ces objets, de voir les conditions dans lesquelles le Bénin a été capable de les conserver et de les exposer. Ensuite, ces objets-là, pour comprendre la portée de l'acte de restitution, qui n'est pas fini, parce qu'il reste des milliers là-bas. Pour comprendre la portée, il faut avoir une fois fait la queue dans les rangs devant le musée Quai Branly en France pour aller voir, pour aller visiter tout ce qui est exposé dans le musée. Vous comprenez, c'est 10 $, 10 €. Vous comprenez que quand vous l'amenez à la maison, là, il n'y a rien de tel. Parce que là-bas, quand tu y vas, tu n'as jamais vu les 26 œuvres regroupées. Même Macron, là, président de la France, il n'a jamais vu les 26 œuvres regroupées si ça n'a pas été fait à l'occasion de ce processus de restitution. Donc, quand on vous l'amène au Bénin, mais ça, c'est pour encore, je ne dirais pas venger, c'est pour rendre hommage à nos rois, au roi d'Abomey dont on a spolié, on a emporté les biens. Et c'est un enfant du pays qui a fait ça. Donc c'est un acte héroïque que j'apprécie à ça, qui montre la capacité du Bénin non seulement à revendiquer, à reconquérir son histoire, mais aussi à l'entretenir, à l'entreposer dans un bon environnement. Ça c'est le premier point que je vais... Et moi je suis émerveillé, j'ai déjà visité ça 2 fois. Je crois que ceux qui ont raté l'occasion, un jour, ils n'ont qu'à voir ça là où ça va être. La célébration du 62e anniversaire de l'accession du Bénin à l'indépendance, c'est une fête que j'ai vécue de mon salon comme je n'ai jamais eu. D'abord, elle est organisée sur le plus grand boulevard du Bénin, pas rénové mais reconstruit. Il faut passer là pour savoir, parce que rénover là, on paie un peu, non. On a créé un grand boulevard et c'est là que la fête s'est déroulée. Le défilé s'est déroulé. Ça a été l'occasion d'être une fête d'unité nationale. Parce que, pour une fois, depuis très longtemps, toute la classe politique était réunie. Les anciens présidents vivants étaient tous là. Des présidents des institutions. C'est-à-dire, personne n'a boudé le plaisir. Et ça, c'est à l'honneur du Bénin que ces filles se regroupent autour de quelque chose qui est unique, qui est commun, le drapeau national, le pays. Je crois que les gens veuillent ou non, il faut mettre ça à l'actif du président Talon. Parce que tout ce qu'il a subi depuis 5 ans d'attaques, d'incompréhension, et puis quand même, progressivement, il a ramené tout le monde vers lui. Avant à la fête du 1er août, les présidents Yahiboun y sont allés, le président Soglo est parti, lui-même il rend visite aux gens. Moi je crois que la fête, 62 ans là, c'est la fête de l'unité nationale qu'il ne faut plus jamais briser.
Il ne faut plus jamais briser ça. Vous pensez que c'est dynamique durable? Je souhaite ça durable. Parce que c'est ça qui est mieux. Je souhaite que demain, chaque fois qu'il y aura 1er août, que nous soyons tous là, que nous ayons le cœur en unisson. Tu sais, 1er août 1960, moi j'étais déjà né. Le tissu qu'on a imprimé pour le 1er anniversaire de notre accession à l'indépendance, j'ai encore l'habit de mon père là. Je l'ai vu dans les partis politiques de l'époque, tout ça. Donc, c'est quelque chose qui nous est cher. Les gens se sont battus pour obtenir ça. On a qualifié ça de nominal, tout ça. Nous sommes indépendants, on n'a qu'à travailler pour être davantage indépendants et être unis. Donc, ce qui s'est passé le 1er août, c'est super. C'est bon pour notre pays, pour l'image de notre pays. Maintenant, à cette occasion, à la veille, 2 jours avant, on a dévoilé 3 monuments. Le premier qui accueille tous ceux qui arrivent à l'aéroport du Bénin, c'est le monument... Un hommage à Bioguera. Un hommage à Bioguera. Tu sais, Bioguera, c'était l'occasion de le connaître. Toute la littérature, tous les commentaires sur les plateaux. Là, on a mieux connu Bioguera. Et puis, la statue, c'est la photo de Bioguera. Ce n'est pas on a fait une statue comme ça. C'est parce que dans la période, les gens faisaient des émissions où Bigou sortait des documents. Tu vas voir que c'est Bioguera en statue. Et c'est tellement important d'honorer les morts. Tellement important d'être reconnaissant envers ceux qui se sont battus pour que vous soyez là aujourd'hui. Donc il y a cette statue-là qui a été dévoilée. Après, il y a la statue des Amazones. L'histoire des Amazones est collée au Bénin, à Dahomey, au Dahomey. Quand les gens parlent Amazone quelque part, c'est toujours en référence à ce que cela a été au Bénin. Que le gouvernement Talon ait pris l'initiative d'ériger un monument à la gloire des Amazones, ce qui est en lien direct avec sa préoccupation de promotion des femmes. Qu'est-ce qu'on peut encore souhaiter? Parce que ça là, il va partir, ce sera là. Le 3e monument, le jardin de Mathieu. Le jardin de Mathieu. Un jardin à polémique au départ, mais qui au finish... Tout le monde d'accord. Tout le monde d'accord. Et on a mis un obélisque qu'on a décrit. Et puis voilà. Mais ça là, ces 3 monuments-là, vous ne pouvez pas savoir ce que cela représente en termes d'attraction, d'attractivité pour le Bénin. Celui qui vient au Bénin, il cherchera à voir. Bon, il va voir la statue de Bioguera, mais après il va dire, mais on a dit qu'il y a Amazon ici, c'est où? On va l'amener là-bas. Il va voir. On va l'amener au jardin de Mathieu, avec l'obélisque dévoué aux citoyens dévoués, aux patriotes dévoués. Il ira voir. Mais tu sais, ces choses-là, ce n'est pas perdu du tout. C'est gagné pour ceux qui sont là aujourd'hui et pour les générations futures. Mais la sensibilité par rapport à ces œuvres, à ces actions du gouvernement dépend de chacun. Vous savez, moi, l'immobilisme là, c'est 15 mètres. Moi, je suis allé en 2017 aux États-Unis, à Washington, pour faire du tourisme. Je suis allé faire photo au pied de l'obélisque du monument Washington. C'est un obélisque de 169 mètres. Quand tu es là, tu fais comme ça jusqu'à voir le bout. Je suis allé faire photo là-bas. Je suis allé devant la Maison Blanche, où il y a ça grouille de monde. Et on m'a photographié devant les grilles. Mais ces choses-là sont les images du pays. Ça, quand moi je suis allé là-bas, on ne m'a pas donné l'argent pour regarder. Tu dépenses quand tu viens. Donc, c'est en lien avec le programme de développement touristique, la promotion du tourisme, qui est dans le programme d'action du gouvernement. Ces choses-là vont payer aujourd'hui, vont payer demain. Et ceux qui viendront vont voir. Tu sais, les gens ne sont pas sensibles à la nature. Et moi, tout ce qui se fait au Bénin, en dehors de Cotonou, j'accours pour voir.
Je suis allé au parc Mandjari quand l'African Park a pris. J'ai vu qu'est-ce que c'est devenu par rapport à 1998 où j'étais allé là-bas. Je suis allé à Boukoumbe circuler sur la voie dont je ne parlerai pas assez ici. Donc, moi, en fait, le tourisme, c'est quelque chose qu'on vend et que ce n'est pas ces investissements qu'on va vendre. J'étais allé aux cascades de Tanougou. C'est sur la route qui conduit à la Pandjari. Oui. Et c'est là depuis. Nous, on est allé, on a garé notre voiture, quelque part, on a marché pour aller. On a rencontré 2 blanches qui sont venues à Zémidjan pour aller visiter la cascade de Tanougou pour faire des photos. Mais ces blanches-là, elles n'ont pas amené leur marmite. Hein. Elles ont dépensé, elles ont payé Zémidjan, elles ont pris l'avion. Tout ça, c'est des investissements rentables dans la durée. Alors, au-delà du symbole, c'est un investissement pour l'avenir. C'est un investissement pour l'avenir et pour l'image du pays. Et pour l'économie aussi. Forcément. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour des questions qui nous préoccupent. Qu'est-ce que vous avez à dire pour qu'on sorte un dernier mot pour sortir de ce débat? Monsieur Nomo, merci beaucoup. Merci pour l'honneur que vous me faites de me ramener sur votre plateau. Moi qui n'ai pas d'existence particulière dans la République. Non, pas besoin. Bon, alors, moi je crois que l'avenir du pays est radieux. Ça se dessine. Pourvu que nous prenions conscience que nous n'avons que ce pays. 2023, janvier, arrive. Ça boude, ça raconte, ça dit toutes sortes de choses sur les réseaux. C'est ahurissant d'ailleurs. Mais souhaitons que lorsque nous disons paix, nous voulons la paix, vous pouvez dire la paix c'est un comportement, ce n'est pas de vain. Si nous voulons la paix, respectons les lois, allons aux élections, gagnons, perdons et ne mettons pas des troncs d'arbres, n'armons pas les chasseurs pour tuer les gens, pour faire du désordre. Qu'on aille à ces élections conformément aux lois, dans la transparence, dans l'inclusion, parce que ceux qui se seront conformés aux lois de toutes les façons, si on les exclut, ils peuvent vous revendiquer. Et qu'on aille aux élections dans la paix, parce que c'est dans la paix que nous allons tous vivre, malgré nos moyens limités, heureux. Parce que lorsque tu es obligé de mettre ton baluchon sur la tête, là, tu ne sais pas, tu vas passer des jours sans te laver? Non. On a besoin de la paix, on n'a pas besoin de nous entretuer, que tout le monde conjugue la paix pour que le Bénin grandisse. Merci pour ce mot de fin que chacun appréciera d'où qu'il se tienne. Merci pour vous avoir plié à cet exercice, Monsieur Agassounon. Je rappelle que vous êtes, on va dire, un observateur de la vie politique du Bénin, attentif, ancien cadre de la BCAO à la retraite. Merci pour vos différents apports de ce matin. Mesdames et messieurs, nous avons l'entretien, c'est désormais du passé au Laogo.